Bonjour les amis, aujourd'hui les États-Unis sont en train de montrer la voie. Les militaires semblent reprendre le contrôle des grandes villes qui étaient gangrénées par l'insécurité, la violence, etc. On est en train d'assister à une mutation, quelque chose qui dépasse l'entendement. Et pourtant, c'est devant nos yeux, la garde nationale déployée sur le sol américain, les militaires sur leur propre sol. C'est quelque chose qui est surréaliste. Les maires démocrates, comme à Chicago, demandent à la population une insurrection en cas de prise de contrôle de la part des militaires. Pourquoi des maires de communes qui ont des villes gangrénées par la violence appelleraient à l'insurrection? On sait que tout le narratif de l'État profond est en train de se déconstruire. Le Russia Gate, le Covid, on a John Bolton qui a subi une perquisition, on sait que James Comey, John Brennan. Maintenant, toutes les personnes qui se pensaient au-dessus des lois, ces politiciens, sont en train de trembler parce que le narratif est en train de se dérouler à merveille. Les personnes qui se pensaient intouchables savent maintenant qu'il est possible qu'ils soient interpellés ou perquisitionnés. Tout le film suit son cours. Donald Trump annonce qu'il va déployer la garde nationale dans 19 États. 19 États gangrénés par la violence. C'est devenu incontrôlable, insoutenable. Les démocrates le voulaient. L'État profond le voulait, déstabiliser le pays de l'intérieur. On sait que les divulgations approchent. Et avant les divulgations, il faut casser potentiellement l'insurrection. Et nous y arrivons. Nous y arrivons clairement. Les villes commencent à être verrouillées. La population commence à accepter le narratif militaire. Et la vérité ne peut pas arriver de la part des médias. La seule vérité unique peut venir que de l'armée. Donc oui, le BS est potentiellement en approche. Oui, la vérité peut venir que de la part des militaires. Les vacances arrivent à leur fin pour ma part. Demain soir, on reprend les vidéos comme à notre habitude. J'espère que vous avez pu profiter de ce mois d'août qui était extrêmement agité. La rentrée risque d'être électrique. On est prêt, on attend l'impact. Mais surtout, n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Et il y en a 50 millions comme ça qui doivent être expulsés pour une raison ou une autre. Il y a des gens qui dépassent évidemment leur visa. 50 millions, y pensez, c'est plus que la population du Canada. Ensuite, il y a 80 millions de personnes qui seraient illégitimement détenteurs de citoyenneté américaine, car ils sont nés sous un régime qui est inconstitutionnel. Donc, en gros, ce qu'on apprend cette semaine, c'est qu'il y a près d'un quart de la population qui vit aux États-Unis en ce moment qui n'a pas le droit d'y vivre d'une façon ou d'une autre. Ils ont abusé de la flexibilité ou de la tolérance ou de l'absence d'application des règles comme elles devraient se faire depuis des décennies. Il y a aussi un point que j'aimerais clarifier avec vous. Aux yeux de certains, je suis un très grand collabo, un traître à la République, parce que je ne soutiens pas forcément l'Ukraine, ou en tout cas le gouvernement corrompu ukrainien, parce qu'on a dénoncé tout ce qui était en injection vaccinale, etc. C'est une situation que je prends à la rigolade, même si pour certains, je suis un très très grand collabo, et dans les commentaires, je le vois, on me dit que je devrais être condamné, pendu, enfin voilà, comme quoi sous à l'époque de Vichy, etc. Et aux yeux d'autres, je suis un très grand résistant. C'est une vision qui est complètement à l'opposé et qui est parfois assez complexe à porter. Je ne suis personne, je ne suis pas un grand résistant, je ne suis pas un grand collabo. Je suis juste en train d'avertir des choses qui se déroulent depuis tant d'années et jusqu'à présent, on ne s'est pas trompé. On a eu complètement raison. On a suivi des open sources et ces sources ont été complètement factuelles, véridiques et vérifiables. Alors, j'aimerais juste vous dire, à vous qui pensez que vous êtes porteurs de vérité, qui nous traitez de collabos, on s'en fout de votre avis. On ne vous a pas écouté pour le Covid, on a eu raison. On ne vous a pas écouté pour toutes les informations et on a toujours eu raison. Et ça, c'est clairement factuel. On se fiche de vos avis. Concernant ceux qui nous prennent pour des grands résistants, sachez qu'on n'est personne. On est simplement là pour prévenir, pour avertir et pour protéger une population. Parce qu'on a un cœur, parce qu'on a décidé de mener ce combat contre tous. Même si on a été combien de fois attaqué. J'ai subi ça il y a quelques années avec ma communauté, qui allait voir mes parents, expliquant que le fils avait déraillé. Ces mêmes personnes actuellement me voient maintenant complètement différemment. Limite me glorifient. Je tiens à vous le rappeler, on n'est ni des prophètes, ni là pour gagner de l'argent, ni là pour faire quoi que ce soit. Ce combat, on l'a mené parce qu'on savait qu'il était honorable et il était juste. Et il le fallait. Donc, si vous n'êtes pas content, vous pouvez passer vos commentaires, franchement, ça me fait ni chaud ni froid, honnêtement. J'ai tellement le dos dur maintenant que j'ai plus aucune douleur. Et puis, vous qui appréciez notre travail, je voudrais vous remercier infiniment. Merci pour apporter votre soutien
à tout ce travail qu'on fait. Je vous remercie et on est ensemble. Mais surtout, n'oubliez pas les amis, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Bonjour à tous. Surdramatisation, menace du chaos, dissolution, prise des pleins pouvoirs par l'article 16 de la Constitution. Où en est-on quelques heures après l'annonce surprise de ce vote de confiance le 8 septembre qui va faire très probablement tomber Bayrou et son gouvernement? On va y revenir, il ne faut pas lâcher la pression, mais ça semble inéluctable, mais il faut surtout déjà dans l'après. Et l'après, c'est qu'il faut demander, et vous allez comprendre pourquoi, immédiatement faire monter la pression pour une démission de Macron dans la foulée de la chute de Bayrou. On lance d'ailleurs dès maintenant, elle est en lien sous la vidéo en description, la grande pétition nationale pour la démission de Macron dans la foulée de la chute de Bayrou. C'est maintenant qu'il faut faire pression. Elle est en lien là sous la vidéo en description, cette pétition, signez-la, relayez-la partout. Il faut faire monter ce débat, cette pression populaire absolument partout. Vous la retrouverez sinon sur le site, les-patriotes.fr, rubrique pétition. Bien sûr, je compte sur vous. On va voir tout cela dans cette vidéo parce qu'il se passe beaucoup de choses très importantes. On nous les enseigne à l'école, ils sont inscrits sur les frontons de nos mairies, ils inspirent nos artistes, on les chante, on les grave dans le marbre de la République. Liberté, égalité, fraternité, 3 mots qui incarnent l'âme de la France. Et aujourd'hui, je vais surtout vous parler de la liberté. En France, on connaît bien la liberté, c'est un pilier de notre société. C'est faire ce qu'on veut, quand on le veut, sans contrainte, mais sans nuire à autrui. Une définition qui paraît évidente et qui ne l'est pas tant que ça. Enfin, qui ne l'est plus. Petit à petit, les libertés et les droits des Français ont reculé, et reculent encore, de plus en plus vite, en particulier depuis le Covid. Des ONG, d'anciens fonctionnaires et des gouvernements étrangers nous le rappellent régulièrement, mais rien n'y fait. Au terme d'un processus discret et insidieux qui a commencé il y a plus ou moins 20 ans, la France, qu'on surnommait le pays des droits de l'homme, étouffe ses citoyens. Votre argent, vos déplacements, vos opinions, tout est désormais sous contrôle et ce n'est que le début. Alors, je pose la question qui fâche, la France est-elle en train de devenir une société de surveillance à la chinoise? Est-on encore libre de faire ce que l'on veut, quand on le veut? Sommes-nous encore dans une démocratie? Dans cette vidéo, je vais vous détailler pourquoi la France n'est plus l'exemple de liberté qu'elle prétend être et comment c'est arrivé. Mais dans le fond, si j'avais à résumer ça simplement, pour ceux qui nous écoutent, est-ce que la France pourrait devenir la prochaine Grèce? Ben, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est possible et que ça a un effet de contagion sur les marchés financiers. Mais c'est-à-dire que dans une situation comme ça, où tu as besoin de courage politique, de quelqu'un qui a une colonne, qui redresse les finances, c'est la pire chose de plus avoir de gouvernement stable. Dans le fond, éclairez-nous, parce que depuis 24 heures, avec le dévissage de la bourse de Paris, avec ce mot de FMI qu'on entend, on ne sait pas si on est vraiment au bord de la falaise, pour reprendre les images qui circulent beaucoup, ou si c'est exagéré. Je vous propose d'écouter Éric Lombard, il s'exprimait ce matin justement, il a mentionné ce risque de FMI. Souvent, on me dit dans telle ou telle émission, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas comme l'Espagne ou le Portugal? Mais en Espagne ou au Portugal, c'est effectivement le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission. Donc, il y a bien un risque que c'est un risque le FMI intervienne si d'aventure la situation financière se dégradait. C'est un risque que nous souhaitons éviter, que nous devons éviter, mais je ne vais pas vous dire que le risque n'existe pas. Alors, cette question du FMI a été commentée dans la journée par différentes personnes, notamment François Villeroy de Galhau, le patron de la Banque de France, qui a dit « mais ce n'est pas possible ». Éric Lombard a raison. Il y a un vrai risque aujourd'hui. Dans quelle situation le FMI intervient-il? En cas de crise financière, en cas, disons, dans la phase terminale de la crise financière. Parce qu'avant cela, il se passe ce qui commence à se passer en France, c'est-à-dire une asphyxie progressive par les taux d'intérêt. C'est ça le sujet premier. Pourquoi se produit-elle? Parce que les taux d'intérêt auxquels nous empruntons, 300 milliards d'euros par an, c'est un prix qui varie en fonction de l'offre et de la demande. Quand vous avez des prêteurs qui se pressent pour prêter à la France, le prix baisse, le taux d'intérêt baisse. En revanche, quand les prêteurs se défient de l'emprunteur, la France en l'occurrence, à cause du risque politique, eh bien le prix monte, c'est-à-dire que les taux d'intérêt s'élèvent. Et c'est là qu'est le danger, évidemment, parce que
toute l'économie se finance grâce à ces taux d'intérêt. Nous, en achetant nos biens immobiliers, les entreprises en investissant et l'État en s'endettant. Donc plus le prix est élevé, plus la charge d'intérêt est élevée, et ça peut alimenter une espèce de cercle vicieux. Parce que les investisseurs, voyant que les taux d'intérêt qu'ils ont contribué eux-mêmes à faire monter sont trop élevés pour que l'emprunteur puisse les supporter, se défient encore davantage, prêtent encore moins et font grimper encore une fois ces taux qui peuvent atteindre 10, 20, 30%. On a vu ça dans les paroxysmes de la crise grecque. En France, on est à 3,5. Aujourd'hui, on est à 3,5. C'est 0,8 de plus que l'Allemagne. C'est un niveau, un écart sans précédent depuis la dissolution. Alors ça reste acceptable, mais les chiffres ont été rappelés hier par François Bayrou. On est quand même tout près d'une situation où les intérêts de la dette représenteraient 100 milliards d'euros par an. C'est dans ces cercles vicieux que le FMI intervient. Parce que pour stopper cette boucle, il faut un prêteur en dernier ressort qui rassure. C'est-à-dire qui arrive avec un paquet de milliards et qui sécurise les prêteurs et qui du coup voit bien qu'il y a des liquidités qui vont pouvoir être remboursées et qui se remettent à prêter et enclenche un cercle vertueux qui permet de faire baisser ces taux d'intérêt. Ce serait plus le FMI que la Banque Centrale Européenne. Alors, c'est une question qui s'est posée au moment de la crise grecque, au moment de la crise irlandaise, espagnole, dont parlait Eric Lombard à l'instant. Les Européens étaient hostiles à l'intervention du FMI seul, parce qu'ils y voyaient quelque chose, au fond, d'un peu humiliant, et ils ont dit, nous sommes dans l'euro, nous allons constituer ce qu'on appelle une troïka, avec le FMI, qui a une expertise dans le redressement des finances publiques, la Banque Centrale Européenne, qui est responsable de l'euro, et la Commission Européenne, qui était là un peu pour décorer, mais qui théoriquement surveille les finances publiques. Ça serait probablement un attelage de ce genre-là. Mais le problème, évidemment, c'est que le prêteur en dernier ressort, qu'il soit seul avec le FMI ou 3 avec la Troïka, il travaille pas gratuitement. C'est-à-dire qu'en échange, il demande des réformes assez profondes qui portent à la fois sur les dépenses publiques, sur le niveau des salaires de la fonction publique, sur les niveaux de transfert, peut-être les retraites, etc. Alors, on n'en est pas là, mais pour autant, c'est vrai que le niveau de la mer monte. Alors, je sais bien que nos auditeurs doivent se dire, finalement, ça fait longtemps qu'on alerte sur le risque de crise financière. Ça ne s'est pas produit. Et ça fait bien sûr penser à l'histoire de Pierre et le loup. Vous savez, ce conte symphonique de Prokofiev, dans lequel on multiplie les alertes sur l'arrivée du loup, à mauvais escient, puisque le loup n'arrive pas. Mais, souvenez-vous, quand il arrive, à la fin de Pierre et le loup arrive. Vous avez bombardé un hôpital à Gaza. Un des derniers, puisque tous les autres sont déjà par terre. Et une fois que vous avez bombardé sur l'hôpital, soi-disant parce qu'il y avait une caméra sur le toit, vous avez attendu que l'aide sanitaire vienne aider les blessés. Les journalistes sont venus pour couvrir et filmer l'événement, et vous avez rebombardé au même endroit pour tuer les aides-soignants et les journalistes. Mais vous êtes des putains d'ordures à un degré que j'ai jamais vu de ma vie. J'ai bientôt 59 ans, je n'ai jamais vu un tel degré de monstruosité de ma vie. Jamais. The Israel Jewish lobby in Australia is a foreign influence operation. It's designed to put the interests of Israel above the interests of Australia and its foreign policy. And no one else has an operation as well funded. No other country has an operation with offices in every Australian capital city. No one else organises donations to attempt to elevate its influence in the way the Jewish lobby does in Australia. Now, this is simply a fact of life, and the model for the Jewish lobby is what happens in the United States. If any member of Congress or the Senate expresses a view critical of Israel, you can guarantee that someone will be funded to run against them in the next primary. And the person they find to run against the incumbent will be a well-funded opponent. Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on voit. Tu disais espoir de paix. Moi, j'y crois de moins en moins. Je suis de ceux qui croient qu'il n'y aura pas de paix négociée, que ça va se jouer sur le front de la guerre et que c'est les armes qui auront le dernier mot jusqu'à ce que plus personne n'en ait envie, que ça va se stabiliser quelque part, comme plusieurs des conflits au 20e siècle, parce que c'est pas qu'on les oublie, mais ça s'est réglé comme ça.